Cet épisode est présenté par Simalp, marque française outdoor depuis 1964. Ça fait 3 ans que Simalp soutient le podcast et surtout 3 ans que je teste leurs produits sur le terrain dans toutes les conditions. Et je peux vous dire une chose, si je n'hésite pas à les recommander, c'est parce qu'ils sont fiables et bien pensés. Avec Simalp, on est sur une marque française à taille humaine, animée par de vrais passionnés de montagne. Et ça se sent de la conception à la relation client, en passant par leur engagement pour la planète. Fin 2025, ils vont d'ailleurs ouvrir la Réparerie, un atelier pour réparer vos équipements Simalp à vie. La Réparerie prend place au sein du tout nouveau siège social de Simalp, inauguré récemment et nommé le Refuge. Pour célébrer ça, ils sortent une série limitée Alpine Refuge avec des pièces techniques qui rendent hommage à nos terrains de jeu alpins et à cet esprit d'entraide qu'on retrouve là-haut. Si ça vous parle, allez faire un tour sur simalp.fr, CIMALP.fr. Soutenir une marque engagée, c'est aussi soutenir ceux qui rendent ce podcast possible. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Merveilleux, bienvenue Adrien sur le podcast. Je suis absolument ravi de te recevoir au micro des Frappés. Quand tu m'as contacté, c'était assez évident dès le début qu'il y aurait sans doute plein de belles choses à se raconter. D'ailleurs, j'en profite, une petite parenthèse, si vous aussi si vous qui nous écoutez avez des projets, vous connaissez des gens qui ont des projets dans lesquels ils se lancent ou qui viennent de réaliser, n'hésitez pas à me contacter, hello@lesfrappés.com. Voilà. Bienvenue encore Adrien sur le podcast. Merci Loïc, je suis très heureux d'être ici. Donc tu disais, on en parlait légèrement off, pour placer un peu le contexte, tu connais les Frappés parce que tu t'es mis au trail et donc tu as fini par découvrir les épisodes du podcast, c'est ça ? Ouais, exactement, en explorant un petit peu tous les podcasts qui existent et qui traitent de la discipline. Je suis tombé sur le tien et j'ai bien accroché. Top. Adrien, donc tu es du côté de Nice. Tu disais que tu me disais un peu plus tôt que tu viens de te lancer enfin que tu t'es mis au trail il y a quelque temps. C'est quoi ton parcours de vie en général ? Qu'est-ce que tu fais ? Qui tu es ? D'où tu viens ? Et quel est ton rapport au sport en ce moment ? Et du coup, je m'appelle Adrien, j'ai 26 ans. Je vis à Nice depuis 2 ans, mais sinon, je viens de la Mayenne dans les Pays de la Loire. Ah oui. Dans un endroit où c'est plutôt plat. Donc le trail n'existe pas là-bas. On va dire que c'est plutôt des crosses. Donc là, je suis installé à Nice depuis 2 ans. J'ai toujours fait de la course à pied, mais c'est en arrivant à Nice et en ayant parcouru dans tous les sens la promenade des Anglais où je me suis dit, mais en fait, dans l'arrière-pays, il y a des trucs sympas à faire aussi. Donc là, j'ai commencé par 1 ou 2 randos. J'ai commencé à courir un peu sur ces randos. J'ai vu des mecs courir dans ces montagnes et je me suis dit, mais c'est complètement fou comment ils font. Donc, j'ai voulu faire pareil. Et puis, progressivement, en fait, je me suis mis au trail, quoi. Trop bien. Et donc, tu vas, pour ceux qui connaissent un peu le coin de Nice, où est-ce que tu sors quand tu pour parles les d'arrière-pays ? Niçois, vous allez connaître direct. Hein, j'habite juste en face du Mont Chauve. Là, je l'ai actuellement juste devant les yeux. Trop bien. Donc, c'est la montagne préférée, je pense, des trailers niçois qui sont à proximité en tout cas. Excellent. Donc tu dis, tu as toujours couru, tu as grandi dans une famille de sportifs, c'est quelque chose qui toi t'avait attiré, tu t'y es mis tout seul, c'est quoi un peu le contexte et ton environnement Pas forcément famille sportive, mais j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé par de l'escalade, j'ai fait du tennis de table pendant 7 ans. Okay. Et après, au collège, lycée, en fait, j'ai toujours surfé avec la section sport. Donc, on faisait athlétisme, on a fait du volley, ce qui fait qu'à côté aussi, on faisait de l'UNSS
je sais plus pour mon collège comment ça s'appelait, je crois que c'était Luxel, un truc comme ça. Donc à côté, il y avait les crosses. En athlée, ça nous est arrivé d'aller aux départementaux, puis après aux régions. Donc j'ai toujours fait un peu de course à pied. Et pas mal de vélo aussi, parce que moi j'habitais dans une campagne où mon premier voisin, il était à 2 kilomètres. Donc Ah ouais. pour aller au collège, du coup j'y allais en vélo, je rentrais le midi. Donc je faisais en général 12 à 15 kilomètres par jour de vélo, 5 fois par semaine. Ah Donc, ouais, ça donc, doit être pas mal pour la caisse, ça. ouais, franchement, ça entretient un truc au fur et à mesure. Et puis avec mon père, du coup, j'avais souvent l'habitude d'être dehors parce qu'on faisait du bois ensemble. Donc, ça m'a construit une sorte de petite génétique physique Mhm. plutôt intéressante. Des bonnes bases, on va dire. Ouais. Et en trail, tu t'orientes sur quel format là pour le moment? Est-ce que c'est purement de l'entraînement plaisir ou tu as déjà pris le départ de certaines épreuves? Je l'ai fait assez progressif quand même. En gros, quand je suis arrivé sur Nice, je faisais un petit peu de course à pied, mais bon, je suis arrivé avec un pote, on était plus en mode on va faire la fête quand même. On était en coloc. Et puis progressivement, j'ai d'autres amis qui m'ont proposé de faire avec eux le semi-marathon de Rome. Ok. Donc je me suis dit il faut que je m'entraîne. Donc je me suis entraîné pour ça. J'ai fait du plat du coup sur la prom et rapidement je me suis dit bon c'est cool mais en vrai je m'ennuie un peu quoi. Donc c'est là que progressivement je me suis tourné vers les montagnes dans l'arrière-pays. J'ai fait le semi-marathon et progressivement je me suis dit mais en fait c'est du trail que j'ai envie de faire surtout. Et donc j'ai un ami, Valentin Piquet, pour le nommer, qui a qui m'a proposé de faire son assistance sur l'UTMB de Nice. Ok. Et c'est là que j'ai vraiment découvert aussi l'ultra de l'intérieur. J'ai adoré l'ambiance, l'énergie qui se dégage. Je voyais les mecs, ils avaient fait je sais pas combien de kilomètres, ils étaient encore à peu près frais et tout. Je me questionnais, je me demandais comment c'était possible. Et donc progressivement, je me suis inscrit à mon premier 17 kilomètres. J'ai adoré, mais j'ai trouvé ça trop rapide. J'en avais encore sous le pied à la fin du trail et je me suis dit mais j'ai envie de faire un peu plus long. Donc on s'est inscrit à notre premier 30 kilomètres avec mon pote Val du coup. Il a fini largement devant moi, je l'ai complètement perdu parce que j'ai complètement explosé à la moitié. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait plus c'était long, plus j'adorais. C'était assez costaud en termes de dénivelé, c'était un 30 kilomètres mais il y avait quasiment 3000 de D+, je crois. Ah oui. Ok. Donc un petit peu de l'escalade, mais c'était sympa. Et puis progressivement, j'ai dit à Val, il me faut un objectif lointain pour m'entraîner au quotidien et savoir pourquoi je m'entraîne. Et là, du coup, on a pris un dossard pour le 100 km de l'Alsace Grand Est by UTMB que j'ai fait du coup en mai 2025, en début d'année. Ok. Donc pour aller jusqu'à ce 100 km, je suis passé par des 50. J'ai fait 2 ou 3 50 et beaucoup d'entraînements du coup en off où je me suis fait des sorties off et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai jamais été très rapide mais en fait j'étais plutôt à l'aise sur du très long. La capacité à encaisser les kilomètres et tout ça et c'est là du coup que je suis arrivé jusqu'à mon premier 100K en mai 2025. Excellent. De la progressivité, j'ai envie de te dire que à titre perso, je pense que c'est le mieux, en vrai, quand tu découvres une discipline. Mais il y a une espèce de tendance sur le podcast où généralement, enfin, la majorité des invités que je reçois, elle y est pas forcément, tu vois. C'est plutôt, j'ai découvert le trail, je me suis inscrit au Tour des Géants. Ah, d'accord. Ouais. Donc c'est cool d'entendre un parcours voilà, où il y a une montée en charge progressive. Franchement, la progressivité, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Parce Ouais. que même moi, hein, quand je me suis entraîné pour juste mon semi de Rome, je me suis blessé avec l'essuie-glace, le truc classique. Mais même encore, mon parcours pour arriver jusqu'au 100K, je le trouve un peu rapide, et notamment de par mon projet dont on va discuter ensemble. Mais j'ai quand même essayé de pas brûler certaines étapes. Ouais. Ton chrono, du coup, au semi de Rome, c'était quoi? Au semi de Rome, je fais 1h34. Ok. Où j'étais plutôt en forme en fait, j'ai pas voulu partir aussi vite que mon pote Valentin,
Mais du coup, je me suis mis avec un autre ami, Maxime, et au final, plutôt à l'aise, j'ai commencé à accélérer, je suis resté sur une bonne cadence. Depuis, j'ai refait juste un semi-marathon, mais où j'ai pacé des amis. Mais j'aimerais bien me réessayer à la discipline pour voir comment j'ai progressé justement Mhm. là-dessus. Et ton 100 km, c'était quoi le dénivelé et ton chrono? Le 100 km, du coup, c'était un 116 à la base qu'ils ont raccourci en 112. Et du coup, il y avait 4300 mètres de dénivelé. Je crois que j'ai eu 4007 à la montre à la fin. Je sais pas Ok. pourquoi, c'est jamais, c'est jamais raccord ces trucs-là. Et du coup, j'ai mis 17 heures. Ah ouais. Je partais pour mettre 15 heures. Et en fait, les 7 derniers kilomètres, mes chevilles, elles ont gonflé, elles ont triplé de volume. J'arrivais plus à poser le pied par terre. Alors que j'avais déjà 100 kilomètres sur la montre, je me suis dit, mais c'est magnifique. Je vais finir dans les 150 premiers, je pense. Donc j'étais trop content. Et puis bah là, dégringolade. Je finis 500. En gros, j'ai traîné comme un zombie pendant 7 kilomètres. Et ma copine qui faisait mon ravitaillement est venue me chercher sur le dernier kilomètre. Elle m'a entre guillemets porté avec ses épaules jusqu'à l'arrivée, mais j'ai fini. Waouh. Comme quoi, jusqu'à la fin, c'est tout peut basculer encore. Bah, c'est là que je me suis dit, en fait, ouais, tu as l'impression que tu vas y arriver jusqu'au bout, et en fait, il peut tout arriver. Ouais. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette discipline aussi. Ça reste quand même super rapide, hein. 112 en 17 heures, franchement, costaud. Ouais, j'ai bien cavalé quand même. Mais Ouais. j'étais avec un ami qui lui fait 12e. Ok. Donc déjà au départ, j'ai essayé, bon, pas de le rattraper parce qu'on n'a pas du tout le même niveau, mais mais au moins de pas faire trop d'écart, histoire de pas arriver des heures et des heures après lui. Et donc ça m'a maintenu un peu tout le long. Puis bah ma copine qui m'a fait le ravitaillement pendant 17 heures, je la remercierai jamais assez parce qu'on on pense pas souvent à l'assistance, Ouais, mais pour eux aussi c'est un vrai ultra quand même c'est clair. d'accompagner des gens pendant aussi longtemps. Et elle court, elle aussi? Elle fait de la course à pied de base, alors pas du trail parce qu'elle a vécu à La Réunion et elle est un petit peu traumatisée du dénivelé positif Ah, ou ouais. négatif, mais elle fait de la course à pied sur du plat. Alors actuellement on attend un bébé donc c'est un peu en Ah, félicitations. merci. On attend un bébé donc c'est un peu en stand-by, mais elle avait l'objectif marathon avec moi. Là ouais, Trop j'ai bien. fait le marathon de Nice récemment et donc bah, quand bébé sera là, elle va se réentraîner pour retrouver cet objectif. Ça se fait avec une poussette, je crois, hein. Il me semble que c'est à Paris où ils ont une espèce de sas, ils ont un partenariat avec des marques de poussettes et tu peux faire le marathon avec une poussette fournie par la marque. Des poussettes d'ailleurs qui coûtent un bras. Je vais pas leur faire de pub là, mais Ah, c'est possible. c'est assez rigolo, ouais. Bon, J'ai un là, on a copain qui déjà l'a fait. acheté la poussette, alors. Ah bah voilà, bon. Mais par contre, oui, c'est inspirant. J'ai déjà vu des stories de casquettes vertes et tout ça, qui couraient avec son bébé Ouais. dans la poussette. C'est marrant. Ouais, lui, il serait capable de prendre le départ de l'UTMB avec en poussette, Il est capable juste de pour le tout, délire. cet homme, je pense. Ouais. Hello Alex d'ailleurs, comme je sais que tu t'écoutes le podcast. Hello, hello. Excellent. Donc clairement monter en charge progressive du trail, mais avec quand même déjà une solide expérience, plus de 100 bornes, ça commence à faire du costaud. Là on est c'était 2025. Ouais, en mai Euh, 2025, Mai le 100K. 2025, yes. Quand tu m'as contacté, tu m'as parlé de deux choses, d'un projet qui arrive pour finalement, j'allais dire l'année prochaine. Oui, mais l'année prochaine, c'est pour dans 3 mois en fait. Ouais. Enfin, en tout cas, le départ au moment où on enregistre serait pour dans 3 mois, février 2026. Et ce projet est lié à malheureusement un événement tragique qui a eu lieu dans ta famille, qui concerne ton papa. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu toute la genèse du projet et le message que tu vas vouloir faire passer à travers? Ouais. Bah, mon papa est décédé en 2019 d'un glioblastome. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un cancer du cerveau qui est c'est la forme de cancer du cerveau qui est la plus connue, mais aussi la plus agressive. Donc c'est quelque chose qui a été très rapide à partir du moment où il l'a appris. Et de ce temps-là, en fait, j'ai toujours eu envie de lui rendre hommage
et de supporter la Ligue contre le cancer à travers un projet. Alors ça n'a pas toujours été la course à pied dans mes idées, parce qu'à la base j'étais sportif, mais j'étais pas à fond là-dedans. Donc moi j'ai toujours aimé la musique. Donc l'idée de base c'était de créer un festival de musique et de dégager des dons de ce festival pour la Ligue contre le cancer. Et quand je me suis mis au trail, ça a commencé à germer dans ma tête et je me suis dit mais en fait non, j'ai envie de faire un projet sportif pour mon père. Et l'année dernière, du coup, je reparle encore de mon ami Valentin Piquet, qui m'a en fait un peu bousculé dans l'ultra. Il a réalisé un projet qui était de traverser la France en courant, de Menton jusqu'en Mayenne, à Château-Gontier, chez nous. Et il faisait ça pour le refuge de l'Arche. C'est un refuge animalier qui recueille les animaux issus de l'exploitation, les animaux blessés, etc. Ok. Donc quand il a fait ce projet, en plus, non, c'était même pas l'année dernière. En plus, je dis des bêtises. C'était juste après mon ultra, mon 100K. Donc ça faisait une semaine que je me remettais de mon 100K et lui se lançait dans sa traversée en courant. Donc j'ai fait la première étape avec lui, où c'était un peu compliqué d'ailleurs parce que j'avais pas du tout bien récupéré encore, mais du coup son projet il m'a transcendé et je me suis dit mais ça y est, je sais ce que je veux faire. C'est vraiment un projet lié au trail. Donc j'ai commencé à étudier un peu tout ce que je pouvais faire. Je suis tombé sur les GR et les FKT notamment. Donc c'est des records pour ceux qui savent pas, donc avec assistance ou sans assistance. Et en étudiant un peu tous les records atteignables, on va dire, je suis tombé sur le record du GR51. Donc en plus c'est à domicile. C'est de Menton à Marseille, 439 km et 15 000 mètres de dénivelé positif. Donc le record actuel avec assistance, il est détenu par Benoît Adé en 4 jours et 6 heures. Et il y a le record sans assistance qui est détenu par Sébastien Réchon, le maître de Yes. l'art, qui est en 4 jours et 7 heures, donc juste 45 minutes de plus, quoi. C'est assez impressionnant. Donc quand j'ai étudié ça, je me suis dit on va faire avec assistance parce que l'autre il est pas atteignable. Et puis c'est là que j'ai commencé à m'entraîner, à créer un plan autour de ça. J'ai fait des recherches également pour couvrir l'événement, donc j'ai démarché je ne sais combien de vidéastes parce que je voulais absolument en faire un film autour. Rapidement, j'ai contacté la Ligue contre le cancer, donc on a donné un peu un cadre au projet. Et puis tout ça prend forme jusqu'au 10 février où je prendrai le départ du coup de Menton. Waouh. Peut-être pour revenir sur ce qui est arrivé à ton papa. Donc moi je connaissais pas du tout le glioblastome, c'est ça ? Oui, exactement, c'est ça. Comment ça c'était quoi les symptômes ? Enfin, comment est-ce qu'il a découvert ça ? Parce que je te pose la question parce que moi, j'ai une amie aussi qui est décédée du cancer et ça a été absolument foudroyant. Et je pense que je l'ai vue 2-3 jours avant qu'elle soit diagnostiquée, enfin, qui découvre par hasard son cancer, qui était déjà un cancer généralisé, stade 4. Et en fait, elle avait des symptômes, tu vois, des douleurs dans le cou, elle pensait que c'était articulaire, une cervicale déplacée, donc elle allait voir des ostéos, ça donnait rien. Puis elle a fini par faire une radio en pensant qu'elle avait quelque chose de déplacé. Et c'est à la radio qu'ils lui ont dit, tenez, on vous rend les résultats, comme ça vous pourrez aller voir votre... vous pourrez retourner voir... à la radio, ils se sont rendus compte, du coup, qu'elle avait des ganglions absolument partout. Et donc, ils ont fait des radios complémentaires sans lui dire, parce que la personne qui a fait la radio était persuadée qu'elle était là pour un cancer. Et donc, à la fin de la radio, elle lui dit, tenez, je vous ai fait des radios en plus, comme ça, vous allez voir votre spécialiste et il pourra voir la progression dans le reste du corps des ganglions. Et là, ma pote lui dit, mais comment ça, quoi ? Non, mais j'ai juste mal au cou, en fait, de quoi vous me parlez. Donc, je trouve ça toujours hallucinant, tu vois, de voir que finalement, on peut avoir des symptômes qui paraissent... tu as des maux de tête ou je sais pas une sorte de kiss dans le cou. J'ai un invité, Louis Pila, qui a survécu à un cancer testiculaire
pareil, c'était un ganglion dans le cou. Donc des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, ou potentiellement, tu vois, on peut se dire, ah bah, je verrai un spécialiste dans 2-3 semaines, mais en fait, ça peut être sérieux. Donc c'est pour ça que je te demande, en fait, dans son cas, si tu te souviens, comment ça s'est présenté. Bah, le sujet que tu étais en train d'aborder, justement, pardon, on pourra, je pense, y revenir parce que c'est quelque chose avec la Ligue que je veux mettre énormément en avant, c'est la Ouais, prévention. ouais, Bien avant même de générer des dons pour les soins de support pour les malades et tout ça, je veux avant tout faire de la prévention parce que en fait on se dit toujours que c'est pour les autres et on se dit pas que ça peut nous arriver à nous. exactement. Mais on se rend compte qu'en faisant de la prévention, il y en a plein qui détectent de partout en fait. Ça peut vraiment germer partout et donc il faut faut mieux prévenir que guérir, on va dire. Et bah, du coup, pour ce qui est de mon père, moi j'ai un contexte familial qui est un peu compliqué quand même. En gros, quand j'avais 2 ans, du coup, ma maman est décédée. Elle s'est ôté la vie. Donc j'ai démarré un peu la vie, on va dire, dans un cadre un peu particulier où j'étais proche de mon père, mais sans l'être vraiment. On travaillait beaucoup ensemble. Du coup, comme je t'ai dit, on faisait du bois ensemble. Mais on va dire qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre qui nous rassemblait. Donc on va dire que toute mon enfance, je l'ai passée tranquillement, mais sans être très très proche de lui. Tu Et vivais avec lui quand même? oui, oui, on vivait Ouais. ensemble, bien sûr. Mais quand je suis arrivé dans mon adolescence, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ma maman et tout ça. Mais mon père, c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, donc il m'apportait pas forcément les éléments de réponse que je voulais entendre. Je pense que pour lui, déjà, c'était compliqué aussi comme histoire à vivre. Donc, on n'en parlait pas beaucoup, ce qui fait que je me suis un peu détaché. Je me suis concentré sur mes amis, etc. Et du coup, quand j'ai commencé à vivre ma vie de lycéen, j'étais parti vivre chez mes grands-parents. J'avais toujours le contact avec mon père, mais mais c'était léger. Et ma belle-mère Valérie, que je salue quand elle écoutera ce podcast, pardon. Un jour, elle m'appelle pour me prévenir que du coup, ils ont détecté un cancer à mon papa. Et là, ça m'a un peu foudroyé parce que je me suis dit, bah, Adrien, t'es un peu bête. Enfin, après, j'y ai avoir réfléchi, mais je me suis dit, Adrien, t'es un peu bête. Maintenant que tu sais ça, t'as envie de passer des moments avec lui, t'as envie de tout rattraper, mais est-ce que t'auras le temps, quoi? Et donc, bah, en fait, ça remet en question tous tes choix de vie, Mhm. toute ta manière de penser. Sauf que bah du coup on est tombé sur un cancer qui pardonne pas, tout va très vite. Donc bah ça m'a laissé 3 ou 4 mois, je ne sais plus exactement, pour rattraper le temps, mais en fait on rattrape rien du tout, sachant que vu que c'est un cancer du cerveau, en fait ça détruit tout. Ça détruit tout sur son passage. Donc bah après il a perdu sa motricité, il me reconnaissait pas forcément. Et donc après, bah du coup, quand ça a fini par l'emporter, je me suis énormément remis en question et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose pour la Ligue, j'ai envie d'aider les familles qui peuvent vivre la même chose, j'ai envie de montrer comment moi je peux me relever, la manière dont j'ai envie de, je sais pas comment le dire, mais de montrer aux gens comment on peut se battre contre ça et donner mes conseils, en fait, même si j'ai pas forcément de conseils à donner, mais vu que j'ai vécu cette expérience, j'avais envie d'en parler et de sensibiliser les gens autour de ça, d'inspirer les gens, on va dire. Waouh. Tu m'avais pas partagé forcément Enfin, évidemment, quand tu m'avais contacté, tu m'avais parlé du projet et de l'objectif, mais c'est le contexte est quand même, enfin, donne une autre dimension à ce dans quoi tu vas te lancer. Ouais, bien sûr. T'as été fils unique ou tu avais des frères et sœurs? Non, du coup, ma belle-mère Valérie avec mon papa, ils ont eu Louise et Simon, Ok. que je considérais vraiment comme mes frères et sœurs, avec qui j'ai grandi. Et ben, qui eux aussi, du coup, ont traversé cette épreuve. Et c'est aussi pour eux que je vais faire mon GR pour
Bah déjà pour les remercier parce que la façon dont ils se sont relevés face à ça, franchement, je trouve ça incroyable et donc c'est pour les remercier et aussi transmettre un peu leur message à travers ma traversée. Tu l'évoquais un peu plus tôt, un des objectifs que tu vas avoir, c'est du coup, de sensibiliser sur la prévention avec la Ligue contre le cancer. Typiquement, sur ce type de cancer, il y a des signes avant-coureurs, est-ce que génétiquement, on peut l'identifier? Est-ce que tu vois, si tu l'as dans la famille, ça peut se reproduire? Alors là, je maîtrise pas encore totalement le T'es sujet, pas encore le spécialiste. mais j'ai pris contact justement avec une personne qui est pas liée directement en plus avec la Ligue pour qui je récupère des dons, Mhm. mais qui m'a contacté pour me parler de sensibilisation et de prévention. Et c'est un sujet qu'on va travailler ensemble pour que je puisse communiquer après dessus, Oui. après ma traversée, après le film et sa sortie. Et à ce moment-là, je maîtriserai un peu mieux le sujet et je pourrai mieux en parler. Là, j'ai pas envie de dire de bêtises, Ok, ouais. mais c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de travailler et que j'ai envie d'explorer, enfin d'exploiter pour en parler aux gens. Yes. Ah, c'est tellement important les sujets de prévention et quand tout va bien, finalement, on se dit qu'on n'en a pas besoin, mais une fois que c'est là, enfin, tu vois, je repense à ma pote Joanne. Une fois que c'est là et qu'on te dit c'est un stade 4, tu dis ah bah mince, peut-être avec des si on refait le monde, mais peut-être que s'il y avait eu tu vois du dépistage avant ou qu'on l'avait C'est identifié ça, plus ouais, tôt. exactement. C'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant, Ouais, de dire que ça peut arriver à n'importe qui. à n'importe qui en fait, et qu'il faut pas croire que c'est que pour les autres. Ouais, Et vraiment, plus tôt c'est découvert, plus les médecins ont de pouvoir en fait pour combattre n'importe quelle forme de cancer. Hein. Même nous les hommes, on se rend pas compte, mais on a pas mal de tests à faire à n'importe quel âge pour contrôler ouais, complètement. plein de choses. Complètement. Comment ça s'est passé? Je suis curieux. La prise de contact avec la Ligue contre le cancer, la définition du projet, enfin toute cette phase, tu vois, un peu amont. Comment est-ce que tu l'as mis en place, la recherche de partenariat? Est-ce qu'il y a eu du financement? Alors tout ça, il y a plein d'étapes là-dedans. Il y a aussi 10 millions de mails que j'ai envoyés. Ouais. Mais en gros, le projet, il a germé dans ma tête. Donc, j'ai défini déjà la date. Donc, en février. Le 10 février, c'est mon anniversaire. Donc, je me fais ce cadeau. Voilà. J'ai aussi vu que Sébastien Réchon, quand il avait établi son record en 2022, il l'avait fait la semaine du 10 février. Donc, je me suis dit que Ok. c'était aussi faisable. Je voulais voir niveau météo et tout. Ouais. Ça monte pas très haut, donc il y aura pas forcément de neige, etc. Donc, je voulais d'abord voir si c'était faisable. Donc après, je suis parti pour le 10 février. Je me suis dit que je commençais à chercher des partenaires, donc j'ai commencé à envoyer des mails aux grandes marques, etc. Bon, et n'étant pas un fou des réseaux sociaux, j'ai pas énormément de visibilité, donc sur ça c'était un peu compliqué. J'ai pas forcément trouvé de partenaire matériel pour le moment. Après, c'est pas forcément ce que je recherche le plus non plus, parce qu'en soi, je suis équipé et pour 4 jours, j'ai pas besoin de gros besoins, on va dire. Mhm. Récemment, par contre, j'ai trouvé un partenaire pour un van et ça, c'est une épine dans le pied en moins, on va dire, parce que un petit peu de confort pendant 4 jours avec un bon van, c'est plutôt cool. C'est clair. Et du coup, la suite, c'est que je voulais absolument faire un film, mais je voulais un film qui allait me suivre toute ma vie derrière, une belle trace de cette aventure. Donc moi, je suis un grand fou de reportage, etc. Donc j'ai regardé plein de vidéos YouTube sur le sujet, puis j'ai découvert aussi UpTrack dans la foulée, Mhm. un média, on va dire le Netflix du trail, des sports d'aventure. Donc j'avais regardé déjà pas mal de films. Il y en a un qui m'a bien inspiré, c'est 13 sommets sur Théo Bordarel qui réalise la traversée de 13 sommets. Donc j'avais contacté plusieurs vidéastes et j'ai fini par tomber sur le film Ultra Ariégeois qui a été réalisé par Léo Ouvry. Et j'ai adoré sa façon de présenter les choses, le côté émotionnel de son projet.
Donc je l'ai contacté et Léo, il a vraiment tout de suite kiffé le projet. Donc on a commencé à en discuter ensemble. Et là, du coup, il y a un cadre qui se posait vraiment sur le projet avec le film. Donc on a commencé à visualiser ensemble le film qu'on voulait réaliser. À ce stade aujourd'hui, étant donné que j'ai pas forcément trouvé de partenaire financier pour financer le film et toute la logistique, du coup j'ai ouvert une cagnotte pour m'aider à financer le film. D'ailleurs, on est quasiment à la moitié, alors que je l'ai ouvert il y a un mois. J'ai de très bons copains et une très bonne famille finale qui m'entoure parce que c'est quasiment eux qui ont tout mis. Mais du coup, je me suis permis après derrière de contacter des médias pour donner un peu plus de visibilité à cette cagnotte et puis là dernièrement, où est-ce qu'on en est? C'est quoi le montant dont tu as besoin? 4800, c'est les frais pour le film en général, avec tout ce qui est tournage, montage. Et du coup, moi, je me suis mis 5500 sur la cagnotte, histoire que pour le reste, ça couvre les frais de transport. Par exemple, je fais venir mon coach, Rémi, de Paris. Il va faire mon assistance. Je te salue à toi, Rémi, d'ailleurs. Je sais que tu vas écouter le podcast. Couvrir aussi les frais d'essence, péage, la nourriture pour l'assistance, etc. Donc, je me suis fixé 5500, mais bon, ma priorité principale, c'est les 4008, surtout pour financer le film. Ok. Et ok, bah il y a le lien en description de l'épisode, donc celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller cliquer et contribuer. Il y a une date de clôture pour la cagnotte? Pour l'instant, j'ai mis le 1er janvier, parce que Léo, il m'adore et il adore le projet, mais à un moment donné, il aura peut-être d'autres projets qui lui seront proposés, donc je vais essayer quand même de clôturer ça le plus tôt possible. Mais bon, peut-être que je vais la faire courir un peu sur janvier. Vu que c'est pour le 10 février, déjà, il est adorable de m'attendre, entre guillemets. Ok, donc 4800. Et tu as... Ok, donc ça, c'est pour la partie le film. Je suis curieux parce que j'ai jamais vécu cette expérience, tu vois, de monter un film avec un vrai professionnel autour de quelque chose que je fais. Ça ressemble à quoi les premiers échanges? Vous parlez de trucs tout de suite très techniques, opérationnels, ou Léo il t'a posé des questions sur le message que tu voulais faire passer, l'ambiance que tu voulais? Ouais, c'est ça en fait. Il m'a d'abord demandé la dimension que je voulais donner au film, quel aspect je voulais donner au film. Moi, je m'étais pris un peu pour un petit réal. Où, tu sais, sur une feuille blanche, j'avais écrit le titre du film, Courir pour la vie. Ouais. Et puis j'ai commencé à écrire un peu les passages, le cadre du film en fait que je voulais. Donc il a tout de suite trouvé ça sympa parce que entre guillemets je lui avais mâché un petit peu le début du travail et on s'est mis d'accord en fait par rapport au film de lui que j'avais déjà vu. Moi je voulais exactement la même dimension émotionnelle, surtout que c'est un projet avant tout humain. Même si je vais aller chercher un record, c'est pas l'objectif en soi. Le record c'est vraiment de la dimension humaine derrière le projet. Mmh. Et donc, ça a tout de suite matché en fait. Derrière, après, il m'a posé 2-3 questions, mais lui, c'était déjà bien clair dans sa tête. En fait, il veut mettre déjà à disposition des GoPro à chaque personne qui me paye, qui m'assiste, pour capturer le moindre petit moment d'émotion sur ces 4-5 jours. Donc, on s'est vite bien entendu sur le sujet, on s'est compris. Le projet, du coup, tu le disais, le record, Seb Réchon à 4 heures, c'est ça? 7 heures de plus que avec assistance? 40 minutes. 40 minutes. Ouais. Ah oui, ouais, de la vache. Oh là là, ok. Oui, j'avais 4 jours en tête, c'est pour ça, 4. Mais ok, ouais, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais en même temps, on parle d'un ovni. Je l'ai vu en septembre là sur le Thor des glaciers. Oui, ouais, il a été monstrueux. C'est franchement hallucinant. C'est vrai, c'était vraiment, vraiment, vraiment hallucinant. Ouais, c'est vraiment une machine. Je l'ai eu au téléphone, en fait, je l'ai contacté. Okay. Et il est vraiment très accessible parce que il m'a répondu direct. Il m'a dit, mais ton projet, il est trop cool. On s'est appelé, il m'a donné des conseils.
Et, euh, et franchement, c'était super sympa. Il m'a même dit que s'il était dispo, il viendrait faire un petit bout de chemin avec moi. Oh là là, génial. Donc c'est vraiment cool. Et Benoît Adet, qui a le record avec assistance, tout pareil. Je l'ai contacté, il m'a donné des conseils, il m'a envoyé ses temps même. Il m'a dit t'inquiète, on va le descendre ce record. Il est prêt du coup à faire une partie parce que je passe par chez lui en fait. Ok. Et donc il veut faire une partie par chez lui. Et il espère bien que si je bats son record, derrière, il retourne le chercher. Ouais. Et ça, franchement, c'est magnifique. Ça donne une autre dimension au projet, c'est trop cool. C'est quoi, du coup, les conseils qu'ils t'ont donné, tous les deux? Alors, Benoît, le premier conseil qu'il m'a donné, c'est tu veux faire avec ou sans assistance? Parce que faut vraiment comprendre que Sébastien, c'est un ovni. Ouais. J'ai dit non, je vais pas me frotter à son record, je vais me frotter au tien. Donc après, les conseils qu'ils m'ont donné, en gros, c'est vraiment de m'économiser. Parce que sur le premier ou sur le deuxième jour, évidemment, on va avoir de la patate. T'as envie d'envoyer, t'as envie de prendre de l'avance, t'as pas forcément envie de dormir tout de suite. Mais la moindre petite économie, en fait, elle peut t'apporter plus tard. Donc ils m'ont donné pas mal de conseils sur ça. Sébastien, il m'a donné des conseils sur le sommeil. Il m'a dit ne prévois pas forcément les moments où tu vas dormir, mais dès que tu veux dormir, en fait, c'est le moment où il faut le saisir le plus vite possible. Comme ça, tu t'endors direct et tu maximises tes chances de te reposer. Sébastien, il m'a aussi donné des conseils sur la gestion des bobos. Parce que jusqu'ici, après, j'ai refait plusieurs 100 bornes, même en off. Mais sur 100 bornes ou même 150, on n'a pas encore forcément d'ampoule. Je veux dire, c'est gérable. Mhm. On n'a pas de gros bobos qui sont durs à soigner. C'est plutôt gérable. On change de chaussettes, on remet de la crème, anti-frottement, etc. Là, il m'a dit sur 4 jours, c'est sûr que tu vas avoir de gros bobos et il faut les prévoir. Faut prévoir comment les soigner. Donc, il m'a donné 2-3 conseils sur ça. Et puis après, dans l'ensemble, il m'a dit, je sais pas quel niveau tu as, mais ce record, il est atteignable. Et même plus tard, pour ceux qui veulent, on pourra le descendre en 4 jours. Hein. Ils sont plutôt optimistes là-dessus. Ok. Sachant que ça doit quand même se courir, parce que 15 000 sur 439, bah c'est enfin, c'est énorme les chiffres, hein, mais le ratio fait que sur une telle distance, tu dois quand même avoir de bonnes sections où tu peux dérouler. Ouais, parce qu'en vrai, il y a 15 000, pardon, de D+, mais sur des parties quand même, il y a des endroits où c'est du bitume, c'est très roulant. Ouais. Puisque du coup, vu que je suis à domicile, j'ai eu l'occasion de faire le repérage quasiment complet. Là, il me reste juste la partie de Draguignan jusqu'à Marseille que je fais ce week-end d'ailleurs. Ok. Qui passe par où, du coup, par curiosité? De Draguignan, en fait, là, je vais aller en train jusqu'aux Arcs Draguignan. Ouais. Et du coup, je me suis fait Nice, les Arcs Draguignan le week-end dernier. Donc là, je vais aller en train jusque là-bas et des Arcs Draguignan, je vais aller jusqu'à Olioul, Ok. où m'attend mon frère d'ailleurs, mon frère adoptif, Pablo, qui fera aussi mon assistance en février. Donc lui, il habite là-bas, donc il m'attend là-bas et on fera l'autre partie de Olioul jusqu'à Marseille. Ok. Et tu passes par... j'ai pas le tracé en tête. Au lieu de Marseille, tu passes par le littoral ou par l'arrière-pays, entre guillemets? On n'est jamais très loin du bord de mer. C'est Ouais. pour ça que le GR s'appelle le GR des balcons d'azur, entre guillemets, parce Ouais. que t'as toujours une sorte de mini visuel sur la mer. Je saurais pas exactement décrire le tracé, mais pour te donner une image. Ah oui, je l'ai, c'est bon. C'est bon, je l'ai trouvé. Parce que c'est mon terrain de jeu ici. C'est ok, Noé. Donc ouais, tu passes pas sur le sentier du littoral. Ah, tu passes par la Cadière d'Azur. Incroyable. Ah ben Sur ça, l'arrivée sur Marseille, t'es un peu dans les... ouais, sur Marseille, t'es au bord de l'eau, clairement. T'es Enfin, vraiment au bord de l'eau. ouais. D'ailleurs, on m'a dit que c'était pas mal technique par là-bas. Oui. Ah Donc, bah là, tu vas voir les calanques. Ouais, c'est technique. ouais, Sébastien m'a dit ça. Il m'a dit que la dernière partie, il fallait garder de l'énergie sous la semelle parce que c'était quand même vachement technique. Ouais, tu vas voir, c'est de la caillasse. Il y a rien qui tient. C'est des espèces d'énormes gros graviers. De la roche très blanche.
mais c'est magnifique. Ah, c'est très marrant ça. Tu passes par le village où j'ai grandi et exactement même devant la maison où j'ai grandi. Bah, fais-moi un ravito là-bas, alors. Ouais, voilà. Alors, j'y suis plus, c'est plus notre maison, mais la Cadière d'Azur, tu vas passer dans le centre du village. Week-end prochain, on est en quoi Ah non, le restaurant sera fermé. J'ai un pote qui avait un restaurant pendant longtemps là-bas. Mais bon, bref. Ok, donc GR51, le tracé, il est vraiment chouette. Hein. Ouais, franchement, il est super. Et puis, bah, vu que moi, je suis à domicile, il y a quelques endroits où j'ai vraiment l'habitude de m'entraîner. Eh oui. Donc, c'est des parties que je connais très bien. Ça rajoute un truc aussi, c'est cool. Les gorges du Carami, voilà aussi, tu vas te régaler, c'est très joli. Oh là là, franchement, la trace, alors je connais pas aussi bien le début. Enfin, je connais pas le début d'ailleurs du tout. Mais par contre, tout le reste, là, tout ce qui se rapproche, l'arrière-pays varois et les Bouches-du-Rhône, tu passes par des endroits qui sont très très chouettes. Là, c'est les endroits que je connais pas encore. Donc c'est Et cool. ben voilà. Je vais découvrir. Tu vas te régaler, je pense. Carrément. Trop bien. Oui, et puis en février, ça devrait. Il avait eu quoi, Sébastien, comme météo? Sébastien, il était parti premier jour sur une tempête un peu. Ok. Il a vraiment eu des conditions météo qui étaient pas terribles. Sinon, je pense que son temps, il sera encore plus bas. Ouais. Mais si je me souviens bien de sa première trace, il a fait 60 bornes sur sa première section, ou 70, avant de s'autoriser un premier dodo, parce qu'il était vraiment sous la tempête. Mais normalement, en février, en plus, j'estime que je vais avoir de la chance. Normalement, en février, il fait plutôt beau et il fait bon. Ouais. Moi, je préfère justement quand il fait un petit froid sec que trop chaud Oui. Ouais. et perdre trop en sel. Ouais, c'est clair. Se déshydrater moins facilement, on va dire. Je suis d'accord. Excellent. Du coup, en termes de prépa, comment est-ce que tu t'es organisé? Bah déjà, la première chose, c'est que j'ai pris un coach direct. Le fameux Rémi, c'est ça? Le fameux Rémi, ouais, exactement. Rémi, c'est très marrant comment je l'ai rencontré. Jamais, à l'époque, quand je l'ai rencontré, j'aurais pensé qu'il finirait par être mon coach, et surtout dans cette discipline. C'était en 2018, avec mon meilleur pote Armand. On avait été à Tomorrowland, un festival de musique en Belgique, le plus gros festival du monde, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on dormait à l'hôtel de Tomorrowland dans le centre de Bruxelles. Et dans notre chambre d'hôtel, du coup, on partageait la chambre avec d'autres festivaliers. Il y avait Rémi, qui était venu en plus tout seul pour kiffer son festival. Donc on avait bien accroché, on avait discuté, et on s'était suivi sur les réseaux sociaux. J'ai toujours regardé ce qu'il faisait au fur et à mesure des années. Et un jour, je vois qu'il se lance dans le trail. Donc c'est là aussi j'avais un petit œil sur la discipline, mais je me disais c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop dur. Je vois pas comment ils font. Et donc je regardais un peu ce qu'il faisait, ses vidéos, il faisait des vidéos sur YouTube. Et je vois qu'à côté, du coup, il faisait du coaching, mais pour de la course à pied classique, pour des suivis de perte de poids, de la nutrition. Et progressivement, je vois qu'il se met à faire du coaching trail aussi. Et quand j'ai commencé à mettre mon projet en place, c'est là que je me suis dit qu'il me fallait un coach. Donc j'ai réfléchi aux 2-3 possibilités. Et mon pote Val, il était coaché par Antoine Clément, qui est aussi une pointure dans le domaine des FKT. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je demande pour Antoine ou est-ce que je regarde ailleurs? Et j'ai repensé à Rémi et je me suis dit, mon projet, il a une dimension humaine et je me rappelle que j'avais bien accroché avec Rémi, donc je lui ai envoyé un message. Il a tout de suite accroché au projet. On en a discuté et je me suis dit, bah c'est lui et personne d'autre, c'est sûr. Mmh. Donc, pour ceux qui veulent, d'ailleurs, vous pourrez retrouver Rémi sur ma page. J'en parle régulièrement. Il fait tout type de coaching pour tous les profils, donc n'hésitez pas à lui envoyer un message. C'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Et sans lui, en vrai, je me serais déjà blessé. Ah oui, tu crois? Ouais, le plan d'entraînement qui me sort et qui me réajuste toutes les semaines. Encore hier soir, on était au téléphone ensemble. Non, c'est super. J'étais très fatigué la semaine dernière parce que j'ai fait une grosse semaine de volume. J'étais à 180 km.
Wow. Sur la semaine, mais bon, on avait un objectif de monter à 250. Et fin de semaine, je commençais à avoir une mini douleur sous la cuisse à gauche parce que j'avais pas bien récupéré de la séance de la veille. Il m'a dit stop, sommeil. Il surveille vraiment tous les petits facteurs et tout, et je pouvais pas rêver mieux, franchement, pour le plan d'entraînement. Ok, donc j'imagine que dans ton plan d'entraînement, t'as eu des phases de grosses montées en charge, des phases de... T'as fait quoi? T'as fait principalement du volume ou il y a eu aussi un peu de cardio, Déjà, c'est plutôt progressif pour la montée en charge. Donc Ok. là, on arrive tout juste sur les semaines à 250 km. 250 km. Jamais j'aurais pu imaginer ça avant. Et Oh là là. c'est là où je me rends compte que le corps humain est fabuleux et capable de Ouais. tout, parce que je progresse hyper rapidement, mais tout en veillant à pas me blesser, et c'est super. Mais du coup, on a commencé... Il y a toujours une séance de fractionné, on va dire, dans la semaine quand même, pour faire un peu d'intensité. Ok. Parce que quand tu bosses l'intensité, ça bosse plein d'autres choses aussi. Donc évidemment, beaucoup de volume, hein. Il y avait toujours eu la séance classique, la sortie longue du dimanche. Alors celle-là, je la faisais bien avant, parce que moi, ce que je kiffe dans ce sport, c'est d'aller explorer les montagnes. Surtout par ici, j'ai commencé à explorer tout l'arrière-pays, on va dire. Donc moi, c'est même plus, on va dire, c'est pas une corvée le dimanche, c'est plus un plaisir. J'attends que ça jusqu'à la fin de la semaine, c'est d'aller faire ma sortie longue le dimanche. Donc la semaine, elle se construit comme ça au début, avec une séance d'intensité, une sortie longue, beaucoup d'endurance fondamentale pour faire du volume à basse intensité. Puis progressivement, du coup, on a augmenté la charge, le volume. Pas mal de vélo aussi en entraînement croisé pour faire du volume tout en récupérant. Gravel ou route? Plutôt route. J'ai acheté un petit vélo pourri à l'arrache, surtout pour rouler. Je roule sur la Prom, je fais des allers-retours à Villeneuve-Loubet ou jusqu'à Cannes, et puis ça me permet de faire du volume tout en récupérant un petit peu de la course à pied. Mm-hmm. Là, dernièrement, je me suis réinscrit à la salle pour pouvoir rouler un peu à la salle aussi. Tout sympa. Puis à la salle, en plus, je peux regarder des films en même temps avec la sortie de Stranger Things. C'était plutôt cool. Mais du coup, ouais, de plus en plus de volume, avec un petit peu de natation aussi le dimanche. Vu que ma copine, c'est pas mal aussi la natation pour le bébé. Du coup, on se fait notre petite sortie à la piscine le dimanche. Puis ça vous fait des semaines bien actives quand même, hein? Ouais, carrément. Surtout qu'il faut jongler à côté avec mon travail, ouais. plus les rendez-vous pour le bébé aussi. Donc c'est toute une petite organisation, toute une petite gestion. Parce que la naissance est prévue quand? Pour avril. Ah oui, ok. Ouais. Donc c'est une vraie petite gestion au niveau de l'emploi du temps, mais jusqu'ici ça le fait. C'est quoi, toi, est-ce qu'il y a des sujets en particulier, enfin des sections, que ce soit des sections de la trace ou des sujets type gestion du sommeil ou de la durée pas qui te font peur, mais que t'appréhendes un peu? Une de mes plus grandes appréhensions, c'est tout bête, mais c'est de plus réussir à avancer, parce que là, par exemple, je l'ai encore connu la semaine dernière. J'ai fait beaucoup de volume en course à pied toute la semaine. L'objectif était sur 250 km. J'ai fait 180. Sur le dernier, c'est vendredi, j'ai fait un 85 bornes. Je devais faire 103 jusqu'à la gare. J'arrivais plus à avancer, j'avais plus de jus. Donc j'ai pas forcé de toute façon, mais ça fait toujours là j'ai fait du stop, et il y a un mec qui m'a déposé à la gare, mais je me dis, le jour de la traversée, non, Adrien, tu vas pas faire du stop. Mais c'est ce qui fait un peu peur, tu vois, c'est de plus réussir à avancer. Ouais. Après, c'est différent, je me suis installé dans un sorte d'inconfort, et c'est un peu un conseil que je peux donner, c'est que là, mes sorties longues, je les fais tout seul en fait, où je suis obligé de me débrouiller pour trouver de l'eau. Si je suis obligé d'avancer parce que personne va venir me chercher au milieu de la montagne, de toute façon,
mes amis, ils habitent en Mayenne, donc à part ma copine, ici, il n'y a pas grand monde. Ouais. Donc personne va venir me chercher au milieu de la montagne. Donc Tu brûles tes propres navires, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. T'avances, tu te mets dans un sorte un peu d'inconfort parce que tu es obligé de te débrouiller pour chaque truc. Mais je me dis que le jour de la traversée, du coup, je vais être facilité sur certaines choses. J'aurai mon suivi van, tous les 10 kilomètres, si je veux, je peux récupérer de l'eau, je vais avoir du coca, de la ceinture, des trucs que j'ai pas sur mes off, puisque je me débrouille pour trouver une boulangerie et tout ça, mais c'est pas le même confort. Donc se mettre dans un sorte d'inconfort à l'entraînement, c'est un conseil que je peux donner. Ouais. On se retrouve vraiment facilité le jour des courses, etc. Les invités que j'ai eus des anciens efforts spéciaux te diraient entraînement difficile, guerre facile. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, c'est vraiment. C'est l'approche. C'est pile poil là, donc. T'as quoi comme. Alors, c'est quoi ton gabarit et t'as quoi comme paire de chaussures? Alors, question très pointue, mais je suis en pleine recherche du sujet, tu vois, donc je suis curieux. Gabarit classique, je fais 80 kilos. J'essaie de perdre 2-3 kilos. Rémi aimerait bien. Faut que je sois un peu plus léger sur les courses. Mais en même temps, je brûle beaucoup de calories, donc je fais gaffe à quand même bien manger. Ouais. Et en chaussures, là, je suis sur les Hoka Mafat. Ok. Ouais, on a fait une sortie avec mon club de trail. Je fais partie d'un petit club de trail qui grossit un petit peu sur Nice. Le TTC, pour ceux qui pourraient connaître, Tout Terrain Club. Dernièrement, on a fait un testing avec Hoka. Et du coup, c'était le testing des Mafat 5. Et j'ai trop kiffé. J'étais sur Salomon avant. Et là, du coup, je suis sur les Mafat. Ok. Du coup, tu prévois plusieurs paires, j'imagine? Ouais, bah, à côté, je reste quand même chez Salomon. Il m'a dit, Sébastien m'a conseillé d'avoir quand même 2 ou 3 paires de chaussures. Ouais. Et pas la même modèle, pas la même marque limite, parce qu'il y a des chaussures qui peuvent faire mal à un endroit et d'autres, ça permet de faire le roulement des douleurs, on va dire. Ouais. J'avais fait ça sur la PTL. J'avais une paire un peu, rigide. La Sportiva qu'on m'avait recommandé parce que la semelle était, apparemment c'était un peu le 4x4 de la chaussure de trail, tu vois, un peu rustique, solide, mais par contre pas super confort. Et j'avais mis ça au début. Et au bout de 3 jours, je crois, j'avais switché sur une paire de New Balance qui pour le coup c'était un nuage. Tu vois, tu mettais tes pieds dedans, et j'avoue que le changement, ça avait été très agréable. Quand tu commences à avoir les pieds bien défoncés, le terrain compliqué, de passer sur une paire confort, c'était. Ouais, sur du aussi long, c'est vraiment hyper important. Juste le petit changement de chaussettes et même paire de chaussures. C'est clair. T'as l'impression de repartir tout neuf. Ouais. Avec un petit massage des jambes et ça y est, t'es reparti, quoi. Ouais, c'est clair. Un truc, alors c'est pas du tout mon conseil parce que je suis absolument pas un Sébréchon et t'as fait plus de long que moi, mais un truc que beaucoup de gens sur la PTL, de beaucoup de gens très expérimentés, tu vois, qui avaient fait 8, 9, 12 PTL, qui avaient fait la Spine Race, qui est un espèce de monstre de l'ultra qui a lieu en hiver en Écosse, enfin des gens vraiment, tu vois, qui s'étaient frottés à du rugueux. Me disait, c'est que pour éviter les ampoules, en fait, les ampoules, c'est la conséquence de frottements avec de la transpi et des corps et du sable, de la poussière, etc. Ouais. Et donc, on était tombé sur un gars en particulier, un Anglais, qui était à sa 9e, je crois, PTL. Et lui, chaque fois qu'il s'arrêtait pour boire, manger, etc. Bon, alors là, dans ton cas, c'est peut-être un peu différent parce que tu as un chrono. Sur la PTL, c'est moins le cas. Mais chaque fois qu'il s'arrêtait pour qu'il s'asseyait, il enlevait ses chaussures, il enlevait ses chaussettes et il se nettoyait les pieds. Ouais, en vrai, c'est hyper logique. C'est simple. On était, nous, dans le groupe, on était 7 à faire la PTL ensemble. On avait tous des ampoules au 4e jour et lui, il n'en avait pas. Et franchement, tu vois, on était déjà, je sais pas, on devait être à 200 km, un truc comme ça. Peut-être un peu plus. Et il avait pas d'ampoule et il se lavait les pieds à chaque arrêt. Et du coup, le Thor, je me suis arrêté un peu tôt, mais j'avais ce plan en tête, tu vois. Je m'étais dit, j'avais plusieurs paires de chaussettes de rechange
Et dès que possible, je nettoyais les pieds, je changeais les chaussettes et je repartais. Ah, mais ça, c'est hyper important. Et ce petit tips-là, tu le retrouves même sous d'autres formes de frottement. Au fur et à mesure que tu avances, dans tous les cas, tu transpires, tu évacues du sel. Ouais. Et je sais que j'en ai encore payé les conséquences vendredi. J'ai oublié mes lingettes pour bébé. Ah. Du coup, je commence à avoir des frottements du coup entre les cuisses intérieures. Parce que il y a le sel. Dès que je passais un petit point d'eau et tout, j'essayais de nettoyer. Mais au bout d'un moment, en fait, ça fait un frottement. Et c'est pareil pour les ampoules. Vu qu'on sue des pieds... Ouais. Au bout d'un moment, ça accélère forcément les frottements. Alors, son petit tip, il est hyper important. Changer de chaussettes, même de short ou de caleçon, partir sur quelque chose de sec, de propre, et ça forcément, tu maximises tes chances. Complètement. Excellent. La sortie du film, tu prévois ça pour quand ? Vous avez déjà un peu une date avec Léo ? En tout cas, tu sais combien de temps il lui faudra pour faire les montages, etc. Écoute, sur ça, je ne sais pas trop, mais quand il a fait le tournage de Ultra Ariégeois, je crois que le film est sorti au bout d'un mois et demi. Ok. Donc, il doit être bien efficace. Ouais, c'est rapide. Ok. Donc là, si j'arrive, on va dire le 14-15 février, peut-être que ce sera pour mars ou avril. Ouais. Peut-être pour la naissance du bébé. Ah là là. Il y aura le bébé plus le film, incroyable. 2 bébés. Incroyable, ouais, c'est ça. Excellent. Excellent. Eh ben écoute, passionnant comme projet. Vraiment, enfin moi perso en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'imagine que les gens qui te font l'assistance prendront en main tes réseaux aussi à ce moment-là pour communiquer en live. Ouais, du coup j'ai mon frère Pablo qui sera avec moi sur l'assistance pour conduire le van. Ouais. J'ai 2-3 autres copains. Je vais avoir mon coach Rémi, donc tous ils auront l'occasion de prendre des vidéos et faire le suivi sur mes réseaux. Je me suis même créé un compte TikTok pour ça. Allez. Bon, je sais pas c'est comment on va l'alimenter, mais je m'essaye un peu pour donner de la visibilité. Trop bien. Et il y a Lou aussi, c'est une photographe professionnelle qui va nous accompagner normalement sur le projet, qui fait partie de mon club de trail, du coup le TTC. Okay. Donc on aura l'occasion d'avoir un bon suivi photo de qualité. Et puis forcément il y aura tous les copains du club de trail. Oui. Je pense à Alex, celui qui a créé le groupe, à Julien et tout ça. C'est des amis avec qui je m'entends très bien dans le coin. Et puis c'est des bêtes du trail. Donc ils vont me faire du pacing. Et, trop bien. Ça va créer un beau petit événement. Ça va être cool. Génial. Excellent. Écoute, un grand merci Adrien pour ce partage. Est-ce que toi, il y a un mot de la fin que tu voudrais partager ? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? J'ai l'impression qu'on a traité tous les sujets. J'espère juste, à travers ce projet, créer une forme d'inspiration pour chaque personne, parce que c'est vraiment le message que je veux véhiculer, que la transformation d'une douleur en énergie, c'est n'importe qui vit même pas forcément une histoire dramatique comme un cancer, hein, et qui a un moment difficile dans le travail, dans une relation amoureuse ou dans plein de domaines. Faites du sport, trouvez même un projet pour vous donner une ligne droite. Franchement, moi, ça m'a aidé et je pense qu'après ce projet-là, il va falloir que j'en trouve un autre. Bon, j'ai mon projet bébé qui est le plus gros des ultras qui arrive, donc je serai à fond là-dessus. Mais plus tard, un projet, en fait, c'est vraiment une ligne directionnelle qui permet d'avancer et moi, dans mon cas, ça m'aide à me relever, quoi. Donc, c'est cool. Génial. Écoute, un grand merci une fois de plus, Adrien. Magnifique projet. Ce que je te propose, c'est que on se prévoit le débrief une fois que ce sera fait pour que tu viennes nous raconter tes hallucinations, les moments où tu t'es paumé, enfin tout ce qui fait la magie de ce genre d'épreuves, enfin d'épreuves de défis aussi. Les bons souvenirs que tu vas pouvoir garder. Parce que quand ça se passe bien, on l'oublie après au bout d'un moment. Faut qu'il y ait un peu d'adversité. Et puis, Comment ? C'est sûr. Ouais.
Et puis d'ici là, écoute, bonne fin de préparation. Merci beaucoup, et Loïc. Et je te souhaite de t'éclater dans la réalisation de ce beau défi. C'est le but principal. Yes. Merci Adrien. Merci à plus. Loïc. Salut.